Je sais ce que vous êtes en train de vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait avec une veste chez lui, cette espèce de gland? Eh ben, vous avez tout à fait raison, c'est juste que j'ai un petit peu froid. Et c'est pas le pire, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai un superbe tableau blanc. Et oui mes amis, dans mon quotidien je donne des cours à l'université, bien évidemment que je vais prendre un petit tableau blanc et on va faire quelques maths. Mes amis, c'est extrêmement important, j'ai l'impression d'être Jamie qui va vous expliquer quelque chose. Vous allez être à peu près 50 000 à regarder cette vidéo. Imaginons que ces 50 000 personnes, elles ont tout un compte Spotify et qu'elles vont mettre 2 votes en moyenne par jour. On rajoute donc, alors c'est un petit peu compliqué, 2 votes en moyenne, et que vu qu'il reste à peu près, on va dire 10-11 jours de vote, eh bien on va rajouter fois 10 jours. Mes amis, le grand total de tout ça, nous sommes 1 million de votes potentiels. Bon, alors déjà ça, c'est grandiose, je pense que si on arrive à ce nombre-là, c'est win. Mais on peut ajouter un facteur encore plus gros, c'est que chaque personne demande à quelqu'un de voter. Alors là mes amis, si tout le monde fait ça, on arrive à 2 millions. Je ne vous cache pas que si on arrive à 2 millions, je pense que c'est bon. Après, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça, c'est extrêmement important, surtout que ça, c'est vous, c'est le nombre de personnes qui allaient regarder la vidéo. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais effacer mes conneries, et pendant que vous allez voter, je vais vous faire un superbe dessin. Promis, je vous attends, n'hésitez pas à scanner le gros code QR qui s'affiche à l'écran, ou si jamais vous êtes sur mobile, cliquez sur le lien qui est dans la description, ça vous redirigera automatiquement sur Spotify. Faites-le tranquillement, pendant ce temps, moi je vais vous faire un petit dessin, c'est le seul dessin que je sais faire, et que je suis capable de faire plutôt. Donc, pendant que je fais ce petit dessin, cliquez sur le lien dans la description, allez voter, et n'oubliez pas que vous pouvez le faire chaque jour. Donc pendant ce petit laps de temps, mettez-vous un petit réveil, mettez-vous une petite alarme. Et moi, alors là, je pars pour quelque chose de... Enfin, c'est ce qu'on appelle une œuvre d'art dans le jargon. Et je vous promets que je me donne de la peine. Donc allez voter, pas de problème, prenez le temps, vous allez être fiers de moi. Quand je vous dis que c'est une œuvre d'art. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Vous allez pas être déçus. Mes amis, c'est une souris qui est sous un cocotier. Voilà. Est-ce que vous avez la vision? Je ne sais pas. On a la souris ici, le cocotier. Évidemment, on a l'herbe qui est ici. Et je pense que toute œuvre d'art mérite d'être signée par son auteur. Voilà. Là, on a signé, je pense que ça, 2 millions de dollars, je pense qu'on peut le faire. Voilà, pendant que vous avez voté, je vous ai attendu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter 2 histoires qui font bien flipper. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est Howard, c'est quelque chose qui marque une grande étape dans ma carrière. Et la concurrence, franchement, dans la catégorie, elle est très rude, je vous cache pas, c'est des gros podcasts. Mais nous, on a un avantage, c'est qu'on est hyper soudés, c'est qu'on a une communauté extrêmement active. Et vraiment, si tout le monde qui regarde cette vidéo va voter et que la personne qui est à côté va voter également, on est bien. Donc si vous regardez ça à l'école, n'hésitez pas à vous mettre ensemble, à voter toute la classe. Si vous êtes avec votre chérie, n'hésitez pas à le faire ensemble. En famille, enfin bref, vous avez compris, même si votre chien il veut voter, bah faites-le voter. En tout cas, moi, au-delà des votes, des awards, etc., bah je trouve que c'est trop cool parce qu'on a une mission commune et on est extrêmement soudés, on fait ça sur Instagram, enfin, c'est incroyable. Donc j'espère que cette œuvre d'art vous a plu. Moi je vous propose de vous installer confortablement, prenez une petite boisson, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Abel. Abel a 22 ans et c'est un gars plutôt simple. Il nous dit que c'est pas le genre de mec à chercher les problèmes, ni même à se mettre dans des situations étranges. Il vit encore chez ses parents, il travaille sur le côté, donc j'ai envie de dire, tout va bien. Il nous explique que son travail, il est dans le domaine alimentaire, parce que voilà, c'est un petit job temporaire, il cherche ailleurs. Mais en attendant, ça lui paye ses factures, ça lui paye ses sorties qu'il fait avec ses potes, et sa vie, il nous raconte qu'elle se résume pour l'instant à aller travailler, rentrer, sortir avec ses potes, profiter le week-end, et c'est tout. Jusqu'à maintenant, il nous raconte qu'il n'a jamais eu de vie particulièrement mouvementée. Il a pas de grosses histoires de fous à raconter, pas de trucs incroyables qui lui sont arrivés. Vraiment, dites-vous que notre poteau Abel, c'est un mec qui avance tranquillement dans la vie, qui fait son petit chemin sans poser le moindre problème. Au niveau social, il a quelques amis proches. C'est des gens qu'il connaît depuis extrêmement longtemps, avec qui il s'entend parfaitement bien. Et parmi eux, il y a cet ami avec qui il s'entend très bien. Le jour où son histoire se passe, Abel nous raconte que c'est une journée normale, il arrive au travail, il fait ses tâches, et il se pose pas trop de questions. C'est un petit boulot, il sait que c'est pas définitif, il se force un petit peu. Il passe une bonne partie de la journée à gérer des trucs simples, des demandes basiques des clients, rien de grave, mais rien de passionnant non plus. Et il nous raconte qu'à un moment, il y a un des clients qui râle pour pas grand chose, donc lui, il encaisse, il prend sur lui, il répond calmement comme on lui a appris à le faire. Il passe à autre chose et il continue son service. En fin d'après-midi, le patron passe le voir, il lui dit qu'il peut rentrer plus tôt parce que c'est calme, il n'y a pas grand-chose à faire. Et surtout que ça ne sert à rien d'être 4 employés alors qu'il n'y a personne. Évidemment, Abel, faut pas lui dire ça 56 fois, il accepte avec grand plaisir. Il termine la tâche qu'il est en train d'effectuer, il enlève ses habits de travail, il prend ses clics et ses claques et il se barre. En sortant, il est refait, il se dit que c'est trop bien de finir plus tôt. En plus, il fait hyper chaud, c'est l'été. Que demander de plus? Évidemment, ce grand soleil, ça lui donne pas envie de rentrer directement chez lui, donc ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un message à une amie et il lui demande « Cousine,
qu'est-ce que tu fais ?» Elle lui répond assez vite, ils échangent quelques messages, et là, ils essayent de trouver une idée pour s'occuper. Parce que sa pote, elle ne fait rien, lui non plus, du coup, ils se disent, bon, est-ce qu'on n'irait pas manger une glace? Est-ce qu'on n'irait pas se boire un café? Et très vite, il y a une idée un petit peu particulière qui émerge. Cette idée, elle est relativement logique, il fait 67 degrés, est-ce qu'on n'irait pas à la piscine? Abel est complètement d'accord, il se dit que ça va lui faire un bien fou après cette journée de travail. Du coup, il accepte. Il rentre chez lui pour aller prendre ses affaires, et en fin d'après-midi, les deux se mettent en route en direction de la piscine. Elle est pas très loin, c'est un endroit qu'Abel connaît relativement bien, il est déjà venu des dizaines de fois. Donc, une fois arrivés, ils prennent leur ticket comme d'habitude, ils mettent toutes leurs affaires dans des casiers, et ils passent le reste de la journée à taper des crawls, des brasses, et toutes les sortes de nages possibles. Évidemment, entre deux bassins, ils se posent, ils discutent, et évidemment, vu qu'ils s'amusent comme des petits fous, le temps passe. Abel, il regarde parfois l'heure, mais sans stress parce que ils sont pas pressés. Il profite simplement du moment présent, et plus l'après-midi avance, moins il y a de personnes autour d'eux. Certains partent, d'autres arrivent, mais globalement, l'ambiance devient plus calme. À un moment, après avoir tapé des bassins en long, large, travers et diagonale, forcément, ils sont fatigués, ils n'ont plus de force, donc ils se disent peut-être qu'il serait temps de rentrer. Abel sort de l'eau, il récupère ses affaires, et tous les deux se dirigent tranquillement vers les vestiaires pour se changer. À ce moment-là, il est assez tard, la piscine ne va pas tarder à fermer ses portes, et quand ils entrent dans les vestiaires, Abel remarque tout de suite qu'il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Certaines rangées de casiers sont complètement vides, il n'y a presque pas de bruit à part quelques pas. Mais bon, jusque-là rien d'anormal parce que comme je vous l'ai dit, la piscine elle va fermer ses portes incessamment sous peu. Abel et sa pote avancent, ils trouvent rapidement deux cabines libres côte à côte. Notre ami entre dans la sienne, il referme la porte derrière lui et il commence à se changer tranquillement. Vu que c'est un bon gars, il se dépêche un peu, il n'a pas envie de faire attendre son ami. Il enlève son maillot de bain, il le balance dans son sac. Pendant ce temps, il entend quelques bruits autour de lui, mais rien qui sort de l'ordinaire. Il met son t-shirt, il remet ses chaussures, il est presque prêt à sortir de la cabine, il attrape son sac et au moment où il ouvre la porte, il entend un bruit juste devant lui. Donc à ce moment-là, il a la main sur la poignée et le bruit qu'il entend, c'est quelqu'un qui toque à la porte. Juste après les coups, il entend un autre bruit, beaucoup plus discret, un bruit métallique, très léger. Et lui, sa première idée, c'est de se dire qu'il y a quelqu'un, enfin sa pote, qui frotte ses clés contre la porte. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? On n'en a aucune idée. Et tout à coup, il y a une voix très basse, presque en chuchotant, qui dit « Ouvre-moi ». Abel s'arrête complètement net, il reste immobile quelques secondes, il a la main posée sur son sac, l'autre sur la poignée, et il se dit « Mais attends, pourquoi ma pote me dit d'ouvrir, sachant qu'on a dit qu'on s'attendait devant la cabine, et que surtout à la base, elle met toujours plus de temps que moi à se changer, donc c'est peu probable qu'elle ait déjà fini, sachant que je me suis bougé, donc... Comment c'est possible? Par réflexe, il ouvre pas tout de suite la porte, il préfère parler à travers, simplement par réflexe, pour être sûr que ce soit la bonne personne derrière. Là, sans trop se méfier, il lui dit « Mais attends, t'as déjà fini ?» Et la réponse, elle arrive immédiatement. C'est la voix de son ami qui lui répond depuis la cabine d'à côté que non, pas du tout, il lui faut encore plusieurs minutes avant de se changer. Et elle lui dit même « Mais je comprends pas pourquoi tu me demandes ça parce que je peux pas me changer en 45 secondes. » Là, lorsqu'il entend ça, Abel reste figé, il ne parle plus parce que, vous l'aurez compris, c'est très simple. La personne qui croyait être son amie derrière la porte, finalement, ce n'est peut-être pas elle. Elle est dans sa cabine en train de se changer. Et ça voudrait dire qu'il y a une troisième personne qui fait je ne sais quoi autour d'eux. On est d'accord, l'ambiance, elle est pas au top. Bon, il réfléchit pas longtemps, dans sa tête ça va très vite, et ce qu'il fait, c'est qu'il se baisse lentement, mais vraiment très lentement, et il regarde sous la porte de sa cabine, et juste à quelques centimètres devant lui, il voit une grosse paire de panards, vraiment une pointure 45, des gros pieds puants comme ça devant sa cabine, et il se dit, mais putain, ces pieds, alors je regarde pas les pieds de ma pote, mais c'est pas les siens, c'est des pattes d'éléphant ou je ne sais quoi, mais ses pieds sont beaucoup trop grands pour être ceux de ma pote. Abel se redresse pas tout de suite, il reste un peu accroupi sans comprendre ce qui se passe, et tout à coup, la poignée de sa cabine commence à bouger doucement. Vous savez, c'est un peu comme si la personne testait gentiment le mécanisme pour voir si ça allait s'ouvrir. Et ça, évidemment, il se chie dessus. Il a beaucoup trop peur de ce qui pourrait arriver, mais dans un cas comme ça, la seule chose que son corps fait, c'est de se figer. Il ne bouge plus, il est comme un droïde, comme un bot, il est fixe, accroupi, et il ne fait rien. Là, dans sa tête, il a encore un seul espoir, c'est que ce soit une personne qui s'est trompée de cabine, qui a ouvert une cabine par hasard, et qui va normalement s'excuser d'ici quelques secondes. Sauf que, malheureusement si c'était le cas, je ne serais pas là à vous raconter une histoire. Vous vous en doutez bien, cette personne ne s'excuse pas, au contraire, elle continue d'essayer d'ouvrir la porte. Là, Abel, il a une idée de génie qui lui vient en tête, c'est de se dire, bon, il y a un mec qui veut entrer dans ma cabine, ce que je fais, c'est que je m'allonge, enfin je me mets
le plus proche du sol, et je traverse dans la cabine de ma pote. Donc il passe sous la cloison qui les sépare, et là, il se retrouve dans la cabine où il y a son ami. Quand elle le voit arriver, elle comprend instantanément qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, parce que c'est pas le genre de mec qui va aller dans la cabine de sa pote qui est en train de se changer pour rien. Là, elle réfléchit même pas, elle se dit « Purée, on est dans la merde ». Elle n'a même pas le temps de réfléchir ni même de parler que Abel se redresse, et il lui fait signe de faire doucement, de ne pas parler, et de ne faire absolument aucun bruit. À peine quelques toutes petites secondes plus tard, ils entendent un gros bruit et ils comprennent très vite que la porte de la cabine d'Abel, elle vient de céder. Ce qui veut dire que l'homme a réussi à l'ouvrir. Le gars entre dans la cabine qui, forcément, est vide. Il y a un silence très court, comme s'il venait de réaliser qu'Abel s'était enfui, et tout à coup, il s'énerve. Les deux amis entendent des coups contre les parois, des coups de pied, des coups de poing. Abel se fait insulter toute sa descendance, tout son arbre généalogique. Et là, forcément, il serre les dents. Il attrape la main de son ami, il la tire doucement vers le sol. Ils se mettent tous les deux à plat ventre et ils commencent à ramper sous la cloison de la cabine suivante. Ils avancent lentement, sans faire le moindre bruit, sans même respirer. Parce que dites-vous qu'au moindre son qu'ils émettent, le mec pourrait savoir exactement où il se trouve. Et là, c'est terminé pour eux. Une fois qu'ils ont parcouru une ou deux cabines, ils entendent l'homme défoncer la porte de celle où il se trouvait avec son ami quelques secondes plus tôt, et forcément, lorsqu'ils voient qu'ils ne sont plus à l'intérieur, ça l'énerve encore plus. Le problème, c'est que ce mec, il avance vite, beaucoup trop vite, ça veut dire qu'il parcourt les cabines de façon quand même très rapide, et Abel, il sent bien que ce mec est en train de se rapprocher dangereusement. Ce qu'ils font avec sa pote, c'est qu'ils accélèrent, toujours en étant au sol, toujours sans parler, sans faire le moindre bruit. Ils passent sous une cabine, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à arriver tout au bout de la rangée. Là, forcément, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais il n'y a plus de cloison qui permet de les protéger. Du coup, il réfléchit pas, il se relève, il prend la main de son ami, il la relève également, et ils prennent même pas le temps de regarder derrière eux, ils abandonnent toutes leurs affaires par terre, ils sortent dans le couloir principal et ils se mettent à courir. Le bâtiment leur paraît interminable, leur pas résonne comme pas possible, et Abel, il a juste une impression, c'est que tout le bâtiment peut les entendre. Ce qui, en soi, n'est pas si faux. Il se dit aussi, vu qu'on fait du bruit, forcément ça va attirer des employés, des gardiens ou je ne sais quoi, et on pourra leur dire qu'on se sent en danger. Sauf que malheureusement, il n'y a personne. Ils sont seuls dans le bâtiment avec une personne mal intentionnée, et ça, quand ils s'en rendent compte, c'est un peu angoissant. Ils passent les portes, ils arrivent devant le hall d'entrée, puis ils arrivent à l'extérieur. Le parking est complètement vide. Abel, il capte au loin sa voiture et il dit à sa pote, écoute, on court en direction de la voiture, on rentre et on se barre. En courant, il prend la clé, il appuie pour la déverrouiller, comme ça, il perd le moins de temps à ouvrir les portières, etc. Une fois arrivé dans la voiture, il referme les portes, il les tienne histoire que personne ne puisse les ouvrir de l'extérieur, et Abel, il est tellement en train de se chier dessus qu'il a de la peine à insérer la clé. Sa pote est limite en train d'insulter en lui disant concentre-toi, parce que sinon on est mort. Et au bout de quelques secondes, il arrive à démarrer la voiture. Au même moment, derrière eux, il y a quelqu'un qui arrive, qui frappe sur la carrosserie. Les deux se mettent à hurler, et Abel, il a un réflexe de fou furieux, il appuie sur l'accélérateur comme jamais. Et sa voiture, elle démerde vers l'avant. Ça veut dire que s'il y avait une voiture devant lui, c'était l'accident. Mais heureusement, le parking, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, il est complètement vide. Une fois qu'il a repris le contrôle de sa voiture, il quitte le parking. Autant vous dire que niveau respect du code de la route, c'est police menottes prison. Mais heureusement, personne n'était là. Il continue de rouler pendant plusieurs minutes. Pendant qu'il conduit, Abel regarde dans le rétroviseur, histoire de voir qu'il ne soit pas suivi. Et sa pote, elle est paralysée. Elle est pétrifiée, elle ne peut plus bouger, elle est en larmes. Et elle a vraiment de la peine à comprendre ce qui vient de se passer. Ce qui est plutôt logique. Pendant le trajet, les deux ne se parlent pas beaucoup, parce qu'Abel, lui, il est très concentré sur la route, parce que l'idée, c'est pas de finir à faire un ping-pong avec Tupac le soir même. Donc, il est très focus. Purée, je suis désolé, pendant l'histoire, je vous avais dit que je vous laissais ma petite œuvre d'art. Regardez, je la mets ici. Comme ça, vous pouvez en profiter. Franchement, c'est beau, non? Une petite souris avec les cocotiers. Magnifique, 2 millions ça vaut. Évidemment, notre ami, il a une seule envie, c'est de rentrer chez ses parents le plus vite possible, histoire d'être en sécurité. Donc, il se dirige en direction de chez lui. Quand ils arrivent devant la maison, Abel coupe le moteur d'un coup, il reste assis quelques secondes sans bouger, puis les deux amis sortent de la voiture et ils courent en direction de la porte d'entrée. En les voyant arriver comme des animaux dans la maison, les parents d'Abel comprennent très vite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Parce que déjà, ils sont essoufflés, son ami est en pleurs, et les deux, ils sont extrêmement pâles. Ça veut dire qu'ils sont à 2 doigts de tomber par terre. Et forcément, quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est la merde. Ils se posent dans le salon, ils reprennent un peu leurs esprits, et là, Abel, il raconte tout. Il raconte que quand il se changeait, il y a un homme qui a essayé d'ouvrir sa porte, qu'il l'a défoncé, et qu'ensuite, il s'est enfui en passant sous les cabines avec son ami, parce que sur le moment, il s'est dit que quand quelqu'un essaye de défoncer ta porte, c'est que généralement, il n'a pas de bonnes intentions envers toi. Les parents les écoutent sans jamais les interrompre, et la seule fois où ils interviennent, c'est pour poser des questions, pour être sûr de comprendre ce qui s'est bien passé. La soirée se termine comme ça, il reste là, longtemps, en étant incapable de faire quoi que ce soit. Et finalement, son amie, elle dort sur place, donc chez Abel, parce que personne n'a envie de la laisser partir toute seule. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool, ça permet de
se sentir en sécurité, qu'elle ne parte pas toute seule chez elle et qu'elle se fasse agresser sur le chemin, ou que pire, ce mec l'attende à quelque part, enfin... C'est trop cool. Le lendemain matin, il décide de retourner à la piscine, mais cette fois-ci avec les parents d'Abel. Évidemment, lui, il a absolument aucune envie d'y retourner, mais il sait qu'il faut le faire. Il peut pas se contenter de laisser passer ça comme ça, qu'il faut aller parler aux employés, leur dire ce qui s'est passé et potentiellement porter plainte. Quand ils arrivent dans les vestiaires pour récupérer les affaires, parce que, souvenez-vous, ils les avaient balancées comme ça avant de partir en courant, eh bien, à leur plus grande surprise, il n'y a plus rien. Ni les sacs, ni les vêtements, ni les chaussures, tout a disparu. Là, il croise un employé dans le couloir et il leur dit « Bah écoutez, est-ce que vous n'avez pas trouvé des affaires abandonnées hier soir ou ce matin quand vous avez ouvert ?» Et là, l'employé leur dit « Bah écoutez, non, malheureusement, on n'a rien retrouvé dans les objets perdus. Il n'y a que dalle. » Et évidemment, Abel, il comprend que ce mec, donc le fou furieux d'hier soir, il est reparti avec leurs affaires. Pourquoi ça ? On n'en a pas la moindre idée. Les parents demandent à l'employé s'ils peuvent parler à un responsable de la piscine et ils expliquent tout ce qui s'est passé la veille. L'homme les écoute, il a l'air très surpris mais pas vraiment choqué et il leur dit bah voilà, nous on a des caméras de surveillance, par contre si vous voulez y accéder et qu'il y ait une enquête, etc., malheureusement la seule façon de le faire c'est de porter plainte auprès de la police pour que eux nous disent donnez-nous les images de surveillance. Évidemment, Abel, ses parents et l'ami vont directement au commissariat le plus proche. Ils déposent une plainte et ils racontent une énième fois toute cette histoire. Quelques jours plus tard, ils sont convoqués pour visionner les images à la piscine. Abel regarde l'écran sans trop savoir ce qu'il cherche, mais il a besoin d'informations. Il voit d'abord la piscine, jusque-là, rien de spécial. Il y a les bassins qui sont l'un à côté de l'autre. Vous me direz, il s'attend pas à voir un dauphin passer par-dessus. Et, tout à coup, les images pointent sur les vestiaires et là, il voit clairement un homme entrer dans les vestiaires quelques minutes après eux. Et contrairement à quelqu'un qui vient de se baigner, il va pas se changer, il marche très lentement, il regarde autour de lui comme s'il vérifiait que personne n'était en train de voir ce qu'il faisait et il se met à suivre Abel et sa pote. Sur les images suivantes, on le voit attendre près des cabines puis s'approcher de celle d'Abel et clairement, là on voit toute la scène où il défonce la cabine, où il entre, où il s'énerve, où il fait toutes les cabines les unes après les autres et sur les images, on voit même le moment où Abel et sa pote se tiennent la main, ils se barrent en courant en laissant tomber leurs affaires et quelques minutes plus tard, ce mec va ouvrir les sacs et se servir à l'intérieur comme si de rien n'était. Là, le responsable de la piscine explique que ce mec, c'est pas un client régulier, qu'il n'est même jamais venu à la piscine avant ce jour parce qu'il ne le reconnaît pas. Et pourtant, sur les caméras de surveillance, on voit clairement son visage. À un moment, il se dit, bon attends, je vais quand même zoomer pour être sûr et certain de ce que je dis. Et lorsqu'il zoome, Abel, il voit que son amie, elle se fiche sur place, elle est à deux doigts de faire une syncope, et elle dit une phrase qui va glacer le sang de tout le monde dans la pièce. Purée, ce mec, je le connais. Bon, tout le monde la regarde, ils sont en mode « Comment ça tu le connais ?» Et là, elle explique que ce mec, il était dans son établissement scolaire plusieurs années plus tôt, qu'il était extrêmement amoureux d'elle, qu'il insistait beaucoup, et qu'il avait malheureusement beaucoup de mal à accepter le fait qu'elle ne veuille pas de lui. Ce mec-là, elle en avait plus jamais entendu parler pendant plusieurs années, et du coup, on n'a pas vraiment d'explication sur le pourquoi du comment. La théorie officielle des enquêteurs, c'est que ce mec, il est tombé par hasard sur Abel et sa pote dans la rue quand il marchait, et que du coup, il a commencé à psychoter, qu'il les a suivis jusqu'à la piscine, qu'il les a observés, et que vu qu'ils ont rigolé dans le bassin, qu'ils ont nagé ensemble, etc., ce mec, il s'est peut-être dit, ce gars, donc Abel, c'est le nouveau copain de cette femme, il a commencé à être extrêmement jaloux, et il a voulu s'en prendre à Abel. Il y a une autre théorie, c'est qu'il voulait s'en prendre plutôt à son ami, donc à la femme, parce que peut-être qu'il lui en voulait de ne pas être amoureuse de lui, etc. Vraiment, il y a toutes les théories possibles et imaginables dans ce cas-là. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et le problème dans cette histoire, c'est qu'en fait, tout ça, ça a complètement dégoûté les deux amis. Au point où, avant de refaire une sortie ensemble, mes amis, écoutez bien ça a mis 1 an, 365 jours avant de pouvoir ressortir les deux, boire un café. Et encore pire, pour la fille, donc l'amie d'Abel, ressortir toute seule en ville, ça lui a pris 1 an et demi. Parce que les 1 an, c'est de ressortir avec quelqu'un accompagné, mais ressortir toute seule, faire du shopping, boire quelque chose ou même aller au travail, 1 an et demi. C'est absolument terrifiant qu'un malade ait cet impact sur une personne. L'essentiel, c'est qu'Abel et son ami aujourd'hui soient en sécurité, que son ami surtout, elle n'ait pas de séquelles psychologiques plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ils ont repris leur vie, tout va bien, mais une histoire comme ça peut traumatiser, même si concrètement, il s'est rien passé de particulier, dans le sens ils n'ont pas été agressés physiquement ou quoi, le fait de se dire que ça aurait pu se passer à quelques secondes près, j'ai presque envie de dire que c'est encore pire. Parce que si ce mec était tombé sur eux dans la cabine, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Je préfère même ne pas y penser, de me dire qu'ils sont en sécurité, et c'est mieux comme ça. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu.
On a été accompagné par ma superbe œuvre d'art. Et pendant l'entracte, pendant que vous allez scanner ce code QR qui s'affiche devant vos yeux et aller cliquer sur le lien en description, moi, je vais vous faire une deuxième œuvre d'art qui va être extrêmement rapide. Vous allez voir, je vais vous faire quelque chose d'absolument magnifique. C'est tout l'amour que j'éprouve pour vous. Est-ce que c'est suffisant pour obtenir vos votes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est cucu? Probablement. Mais, mes amis, ça c'est sincère. Regardez, je vais même faire un truc. Je vais mettre de la couleur un petit peu dans ce cœur. Alors c'est pas un cœur brisé, hein. C'est un cœur rempli d'amour. Tout ça pour vous dire que si je vis cette aventure incroyable, c'est uniquement grâce à vous. Ouais, je pense que des fois il faut montrer son amour aux gens qui nous soutiennent. C'est extrêmement important. Voilà, reprenez une petite boisson, on se réinstalle confortablement et on est parti pour la deuxième histoire. Pour cette deuxième histoire, mes amis, je suis accompagné d'un petit rat que vous connaissez maintenant. C'est pas moi qui suis allé le chercher, c'est lui qui est venu tout seul. Peut-être qu'il aime bien finalement que je vous raconte des histoires. Parce que dites-vous que vous regardez ça tranquillement dans votre lit, dans votre bain, etc. Lui, il a accès aux avant-premières. Il a accès à l'histoire brute. Mais je pense sincèrement que vous êtes mieux. Vous êtes là, il y a un petit montage, il y a des découpes, il y a des images. Lui, dites-vous qu'il se tape des histoires en mode « Aujourd'hui, c'est l'histoire de Cassandra. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Cassandra. » Donc finalement, ça doit pas être si bien que ça, hein. Fou du bus, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà mon fou, mets-toi comme tu veux. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle d'Anna. Anna, c'est une jeune femme de 28 ans qui est photographe depuis quelques années déjà. C'est un métier qu'elle aime énormément, même si c'est pas toujours facile d'en vivre. En fait, au-delà d'être un métier, c'est carrément une passion à la base pour elle. Et elle a l'énorme privilège de pouvoir en vivre. Elle nous raconte qu'elle travaille dans un petit local qu'elle loue en ville. C'est en gros un ancien salon de coiffure qu'elle a transformé en studio photo. Elle a fait toutes les rénovations elle-même, elle a pu avoir un assez bon prix, mais voilà, le loyer, il reste assez cher. Parfois, les fins de mois sont un petit peu compliquées, mais au moins, elle se sent bien à l'intérieur, elle peut exercer sa profession comme bon lui semble, et ça, elle nous explique que pour elle, ça n'a pas de prix. Au niveau de sa vie privée, Anna habite dans un petit appartement, pas trop loin de son local, avec son copain. C'est un mec très tranquille, très calme, qui travaille dans l'informatique. C'est pas un grand bavard, c'est pas le genre de mec qui va te raconter tout et n'importe quoi, mais au moins, quand elle rentre crevée du studio, il est là, c'est souvent lui qui fait la cuisine, et le soir, lorsqu'elle lui raconte les histoires de clients qui ont été un petit peu chiants avec des exigences, etc., eh bien, il est là à écouter chaque mot qu'elle est en train de dire, et ça, pour Anna, ça n'a pas de prix. Au niveau de leur relation, Anna nous dit que c'est juste merveilleux, c'est simple, c'est sincère, c'est, entre guillemets, la relation de rêve de tout le monde. Mais le truc, c'est qu'on pourrait se dire, dans la vie d'Anna, tout va très bien, oui, mais depuis quelques mois, elle galère un peu. Son matériel commence un petit peu à fatiguer, à se faire vieux, surtout son appareil photo, qui plante un jour sur deux. Ça fait un moment qu'elle économise pour en racheter un, mais elle sait que ça va coûter bonbon. Et vu sa situation financière, on se doute bien que ça va faire un gros trou dans le budget. Un soir, en scrollant sur son téléphone, elle tombe sur un site de dépôt-vente et là, elle voit une annonce qui attire directement son attention. C'est un appareil photo professionnel, un modèle qu'elle connaît très bien avec un objectif d'origine, le tout en parfait état pour un prix qui est ridiculement bas. Bon, au début quand elle voit ça, elle se dit c'est du scam, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Mais elle clique quand même dessus. Elle regarde les photos et tout semble nickel. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas d'usure, il n'y a même pas de poussière. Franchement, l'appareil, il est comme neuf. Anna, elle en parle à son copain et comme tout bon informaticien, il lui dit « Méfie-toi, ça sent le scam. » Mais il y a un monde où cette annonce, elle est vraie, que l'appareil photo est bel et bien en vente, et dans ce cas-là, ce serait l'affaire du siècle. Bon, les deux amoureux continuent la soirée, ils regardent un petit film et ils vont se coucher. Le lendemain matin, notre ami se rend dans l'adresse qui était indiquée dans l'annonce pour voir l'objet de ses propres yeux. Comme ça, elle sera fixée, est-ce que c'est du scam ou pas? Le magasin, il est très petit, il est un peu sombre, il y a beaucoup d'objets qui sont entassés. Le vendeur, c'est un type d'une 50aine d'années qui a l'air très gentil, mais un petit peu dépassé par tout ce qu'il vend. Parce que vraiment, il vend de tout, hein. Des assiettes, des tapis, des appareils photo, des ordinateurs, des piscines gonflables, enfin vraiment, il y a de tout. Donc forcément, lui-même, il sait même plus ce qu'il vend. Anna, du coin de l'œil, elle voit l'appareil photo et elle demande au gars si elle peut le voir de plus près. Elle le prend en main, elle teste tous les boutons, l'écran, l'objectif, le zoom, et absolument tout fonctionne parfaitement. Donc dans sa tête, elle n'hésite même pas une seule seconde. Elle dit à ce mec, cet appareil, je l'achète. Elle le range dans son sac délicatement, elle sort du magasin et là, c'est la femme la plus heureuse au monde. Elle a trouvé un appareil photo professionnel à un prix complètement dérisoire. Sur le chemin du retour, elle pense à tout ce qu'elle va pouvoir faire avec ce nouvel achat, des portraits, peut-être même des vidéos plus propres, des projets qu'elle reportait depuis des mois parce que son ancien appareil ne tenait pas du tout la route. Elle rentre chez elle, elle pose cet appareil sur la table et là, elle l'admire, un petit peu comme si c'était une œuvre d'art, un petit peu comme le dessin que je vous ai fait avant sur l'ardoise. Elle prend un chiffon, elle le nettoie, elle l'ouvre, elle l'allume, et lorsqu'elle l'allume, il y a une indication en haut sur l'écran qui lui dit que voilà, il y a une carte mémoire. Bon, c'est cool, en plus d'avoir acheté un appareil photo à un prix dérisoire, elle a une carte mémoire offerte. Trop bien, c'est l'affaire du siècle. Bon, dans sa tête, elle se dit aussi que c'est sûrement un oubli du propriétaire parce que généralement, vous laissez pas une carte mémoire parce qu'il peut y avoir des données dessus. Et premier réflexe, alors ne faites pas ça si ça vous arrive, elle retire la carte mémoire
elle la met dans son ordinateur portable et elle double-clique sur le dossier. Normalement, on s'attend à voir des photos, des vidéos, sauf que là, le dossier est complètement vide. Au fond d'elle, elle nous raconte qu'elle est un petit peu déçue, elle aurait bien aimé voir des images. Mais bon, elle se dit tant pis, c'est pas si grave, j'ai pas acheté l'appareil photo pour ça. Mais c'était sans compter sur son copain qui est informaticien, qui passe derrière elle et qui lui dit « Écoute chérie, tu sais que même dans un dossier, dans une carte mémoire, un dossier qui est vide, on peut récupérer le contenu qu'il y avait avant. » Et c'est totalement vrai. En fait, alors je vais pas vous faire une théorie informatique, mais sur des disques durs, des cartes mémoire, en gros, c'est pas parce qu'il n'affiche plus rien dans le dossier qu'il n'y a plus rien. En réalité, les données sont quand même gravées à quelque part. Je dis gravées, mais enfin, on s'est compris. Et avec des outils assez particuliers, assez spécifiques, on peut retrouver certaines informations. C'est pour ça, mes amis, que quand vous amenez un disque dur à la déchetterie ou une carte mémoire ou une clé USB, s'il vous plaît, ne l'amenez pas, ne le jetez pas en l'ayant simplement réinitialisé. Mettez-lui un énorme coup de hache, lancez-le depuis le 5e étage ou je ne sais pas, mais il faut le détruire physiquement parce que des gens peuvent l'acheter, le récupérer et récupérer via des logiciels les données qu'il y avait écrites dessus. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros c'était une petite prévention. Bon, lorsque son copain lui dit ça, Anna hausse les épaules, elle s'en fiche un petit peu à vrai dire, parce qu'elle, elle voulait simplement tester l'appareil pour voir s'il fonctionnait bien. Mais en même temps, il y a son côté curieux qui lui dit mais attends, ça serait intéressant de voir ce qu'il y avait sur cette carte mémoire. Alors, ce qu'elle dit à son copain, c'est bah vas-y, aide-moi et on verra bien ce qu'il y a. Son copain, il fait l'informaticien, il ouvre des programmes un petit peu sombres avec des lignes qui défilent, enfin comme dans les films. Il fait quelques manipulations et au bout de quelques minutes, il y a des fichiers qui apparaissent les uns après les autres. Ces fichiers, c'est des photos et des vidéos datées et renommées. Anna fronce les sourcils, elle se penche pour mieux voir et mes amis, c'est là que tout commence à basculer. Anna regarde défiler les noms de fichiers et elle comprend pas trop. Certains ont des dates, d'autres simplement des chiffres. Il y a des vidéos, des photos, des fichiers qui sont récents, d'autres pas du tout. Donc, il y a un peu tout et n'importe quoi. Son copain a le réflexe d'ouvrir le premier fichier qu'il a sous la main. C'est une courte vidéo d'1 minute à peine où on voit un jardin qui est très flou, avec des herbes très hautes et un ciel tout gris. Bon, rien d'anormal, c'est une vidéo particulière, mais il n'y a rien qui se passe. On entend le bruit de l'extérieur, on voit le ciel qui est tout gris. Du coup, toujours par curiosité, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent le deuxième fichier et on y voit le même endroit. Mais cette fois, la caméra, elle est en train de trembler un peu, elle bouge légèrement, un peu comme si la personne essayait de pas faire de bruit. Et puis, au fond, on voit la façade d'une maison, il y a une porte avec un numéro dessus, et Anna, elle remarque ce détail tout de suite. Elle se dit que c'est sûrement la maison de la personne qui possédait la caméra avant, rien de plus. Mais les vidéos suivantes, elles sont un peu différentes. Elles sont beaucoup plus sombres, la lumière devient un peu grise, l'image bouge bizarrement, et on dirait vraiment que c'est filmé dans un endroit sans fenêtre, où il y a beaucoup de poussière. Anna fronce les sourcils, puis d'un coup, sur la vidéo, il y a un mouvement. C'est une forme qui passe devant la caméra, rapidement, et au début, on dirait quelqu'un, mais on n'arrive pas vraiment à en être sûr. Anna dit, mais c'est quoi ce délire? Son copain hausse les épaules et il dit que, bah voilà, c'est peut-être un tournage amateur, genre un court-métrage pour l'école ou ce genre de choses. Mais Anna, elle a une sensation bizarre. Cette théorie, elle y croit pas. Du coup, elle continue de regarder les autres fichiers, elle relance une autre vidéo, et là, l'image est à moitié floue, mais on voit une pièce avec des murs en béton. Au centre, il y a une chaise, et sur cette chaise, il y a une femme qui est attachée. La piste du court-métrage tient toujours, mais on commence un peu à rentrer dans des trucs un peu sombres. Cette femme, elle est assise avec les mains sur les genoux, elle ne bouge pas. On voit son visage quelques secondes à peine, et on distingue clairement que ses yeux sont gonflés, qu'elle a l'air fatiguée, et surtout au bout de sa vie. À un moment, elle relève la tête lentement, elle regarde droit dans l'objectif, et Anna, lorsqu'elle voit ça, je sais pas, elle a un réflexe, elle ferme l'écran. Elle se lève, elle commence à tourner en rond dans l'appartement et elle dit à son copain « Purée, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on est en train de voir de nos propres yeux? J'ai l'impression qu'on va tomber sur des trucs vraiment glauque. » Son copain essaye de la calmer, mais elle est tétanisée. Elle dit que c'est pas possible, que ça a pas l'air d'être une mise en scène, et que, encore pire que ça, cette femme dans la vidéo, elle a l'air d'être en grave danger. Mais encore pire que tout ça, peut-être qu'elle n'ait même plus envie. Anna, elle reste comme ça avec cette image dans la tête pendant plusieurs minutes. Plus tard, quand elle se calme un peu, elle décide de rouvrir son ordi et elle se dit qu'elle va vérifier un dernier truc. En fait, elle veut comprendre d'où viennent ces images parce que s'il y a un court-métrage, si c'est une fiction ou une production, probablement qu'on devrait retrouver le titre, les auteurs ou ce genre de choses à quelque part. Ce quelque part, dans des images ou des vidéos, ça peut être les métadonnées. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va les consulter. Elle voit que les vidéos ont été enregistrées à des heures très précises, toujours la nuit, entre 2h et 4h du matin. Et autre chose qu'elle distingue, alors c'est pas dans les métadonnées, c'est directement dans les vidéos, c'est qu'à certains moments, on voit des coins de rue et même des panneaux qui indiquent le nom de la rue. Évidemment, tout est très flou, donc c'est très compliqué de lire ce qu'il y a écrit dessus, mais c'est pas impossible. Évidemment, elle fait pause à cet instant-là où on voit le panneau, elle zoome comme une malade, et elle essaye de déchiffrer ce qui est écrit. Quand elle arrive à lire le nom de la rue,
elle est tétanisée. Cette rue, elle la connaît parfaitement parce qu'elle se trouve juste à côté de son fameux studio photo. À ce moment-là, elle se dit que c'est sûrement rien, qu'elle est en train de psychoter, mais elle sent clairement que dans ses vidéos, il y a quelque chose de malsain. Elle qui pourtant, je vous rappelle, a l'habitude de voir des gens à travers son objectif, de par son métier, eh bien là, elle capte clairement que cette femme dans la vidéo, elle va pas bien. Anna décide de faire une recherche sur internet avec le nom de cette fameuse rue. Elle tape sur internet et parmi les résultats, il y a un article. Et accrochez-vous bien mes amis, c'est un article qui parle d'une disparition d'une jeune femme de 22 ans qui, en gros, a disparu depuis plusieurs mois. Visiblement, elle vivait dans cette rue qui a été filmée et lorsqu'Anna voit la photo qu'il y a dans l'article, elle se fait littéralement dessus. Le visage qu'il y a à l'intérieur, c'est exactement trait pour trait le même que celui de la femme qui est dans la vidéo. Là, mes amis, tout change radicalement. Anna, qui pensait encore jusqu'à maintenant avoir affaire à un court-métrage, un projet d'étudiant ou je ne sais quoi, eh bien, en fait, peut-être que pas du tout. Elle est peut-être témoin d'une disparition et elle a peut-être trouvé des preuves qui pourraient faire avancer l'enquête ou je ne sais quoi. Maintenant, est-ce que cette femme est toujours en vie ou pas ? On ne sait pas. Son copain, toujours avec l'esprit très rationnel, il lui dit « Écoute, ne t'emballe pas, ça peut être une manipulation d'image, ça peut être un montage, ça peut être tout et n'importe quoi. Prends-le avec des pincettes, mais je te conseille demain d'aller voir le vendeur de cet appareil photo et de lui demander des informations. » C'est ce qu'elle fait. Pendant la soirée, elle essaye de se calmer, même si c'est un peu compliqué. Elle va se coucher et dès le lendemain, à la première heure, elle se rend dans la boutique. Elle arrive vers le vendeur, elle lui dit « Bonjour monsieur, j'ai besoin de savoir une information. » Qui est la personne qui vous a remis cet appareil photo ? Au début, le mec, il en a aucune idée, parce que comme je vous ai dit, il y a des centaines d'objets dans sa boutique. Et Anna lui dit, écoutez, c'est extrêmement important, vraiment, c'est très très important. S'il vous plaît, faites l'effort de trouver de qui ça vient. Le mec, bon, ça lui fait un peu chier, il réfléchit quelques minutes, puis tout à coup, il se souvient. Il lui donne le nom de cette personne, l'adresse. Donc vous allez me dire, tout ce qui est RGPD et tout, il en a rien à foutre. Mais c'est pour la bonne cause. Anna, elle est contente, elle a ce qu'elle cherchait. Elle sort de la boutique et elle rentre chez elle. Pendant tout l'après-midi, elle fait des recherches sur internet, elle trouve pas grand-chose. Et là, elle commet, pour moi, une grave erreur. Elle dit, bon, ce soir, mon copain n'est pas là, il sera avec des amis. Elle écrit donc un message à sa sœur et elle lui dit, écoute, ce soir, je vais aller voir quelqu'un à une adresse précise. Si jamais tu n'as plus de nouvelles de moi, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Évidemment, j'imagine que sa sœur, en lisant ça, elle a commencé à paniquer. Mais notre amie, elle s'est dit que c'était une bonne idée. Spoil, c'est une idée de merde. Le soir venu, elle se rend à pied en direction de l'adresse qui lui a été communiquée par le vendeur. Arrivée devant la porte, elle hésite, elle souffle un grand coup et elle toque. Là, un mec vient ouvrir et Anna, elle nous raconte que au moment même où le gars a ouvert la porte, elle a compris que c'était la merde. Elle a compris que ce mec est fou et elle a senti une ambiance absolument glaciale. Déjà, quand le gars a ouvert la porte, il y a eu une odeur absolument abominable. C'est un mélange d'humidité, de métal, de pourri. Et là, tellement ça pue, elle a la tête qui tourne, elle a la bouche sèche, et pendant quelques toutes petites secondes, elle se dit mais où est-ce que je suis ? Tout à coup, c'est le trou noir. En fait, ce qui s'est passé, mes amis, c'est que lorsqu'elle a toqué et que le gars lui a ouvert la porte, immédiatement, il lui a collé quelque chose au visage. Ce quelque chose, c'est un mouchoir, ce qui explique l'odeur de merde, etc. Et notre amie, c'est simple, elle est tombée dans les pommes. Quand elle reprend conscience, elle a de la peine à se situer. Elle essaye de bouger, mais elle voit très vite que ce n'est pas possible. Et en plus de ça, elle voit que dalle. Il fait nuit noire dans la pièce, toujours avec une odeur atroce. Quand elle se rend compte où elle est dans une pièce, au milieu, sur une chaise en bois, les mains dans le dos. Et là, dans sa tête, tout commence à se mettre en place. Et pas pour les bonnes raisons, parce que cette chaise, elle sait exactement de laquelle il s'agit. C'est la même chaise qui a été filmée dans les vidéos, là où se trouvait probablement la jeune femme qui a disparu il y a quelques mois. Sauf que cette fois-ci, c'est notre amie Anna qui est assise dessus. En regardant autour d'elle, elle est sûre et certaine. Cette pièce, c'est pas la chambre d'un adolescent, c'est une cave d'une habitation et il y a à peine une lumière qui clignote au plafond. Bon, on est d'accord, c'est une ambiance digne d'un film d'horreur. Si jamais ça vous arrive, plutôt que d'aller jouer les détectives vous-même, peut-être appeler la police, ils ont un peu plus de moyens pour intervenir. Bon, vous l'aurez compris, Anna, elle capte très vite que les vidéos qu'elle a vues, elles ont probablement été tournées ici, et que, malgré elle, ça va devenir la prochaine actrice de la prochaine vidéo du mec. Mais, tout à coup, elle entend un bruit. Bon, c'est bizarre parce qu'à la base, elle était seule dans la pièce. Ce bruit, il est encore plus bizarre, sachant que c'est une voix. C'est une voix féminine, et Anna comprend immédiatement que cette voix, c'est celle de la femme qui a disparu, sauf que vu le ton qu'elle utilise et vu l'intonation qu'elle met, probablement que si elle ne fait rien, dans quelques jours, elle est canée. Elle est hyper faible, elle a 2 doigts de s'endormir, mais presque à tout jamais. Donc Anna, elle se dit, purée,
il faut que j'agisse. Sauf que elle a les mains ligotées, elle ne peut pas bouger. Première étape, elle essaye de la rassurer. Elle lui dit, écoute, on va s'en sortir, on est toi et moi, tu n'es plus seul, fais-moi confiance, tout va bien aller. Comment? Je ne sais pas, mais on y croit. À ce moment-là, Anna, elle sent la panique qui monte et ça va pas s'arranger parce que en haut, elle entend un bruit et ce bruit, c'est une porte qui s'ouvre. Là, quelqu'un descend les escaliers, Anna ne dit rien, la femme, elle, fait semblant de dormir et là, c'est le malaise absolu. Le mec descend les escaliers tranquillement, comme si tout était normal. Il a un tablier, ses mains sont dégueulasses, et ce con, il est en train de siffloter une petite musique. Anna est en train de trembler, elle veut crier, mais il n'y a aucun son qui sort. Le gars s'approche d'elle, il prend la caméra qui est posée sur une table, et il dit qu'il faut bien laisser une trace, qu'il enregistre absolument tout, parce que les gens ont tendance à oublier, mais que la mémoire d'une caméra, elle n'oublie rien. Bon, vraie phrase de psychopathe, on est d'accord. Là, on est aussi d'accord pour dire que pour Anna, ça sent un petit peu le roussi. Concrètement, notre amie, elle est là sur sa chaise, elle ferme les yeux, elle se dit que ça y est, dans quelques secondes, elle rejoint tonton Johnny. Et pendant ce temps, le gars lui tourne autour. À ce moment-là, Anna remarque un détail. La porte de la cave, il ne l'a pas fermée et elle est encore entrouverte. C'est littéralement la seule chance pour elle de s'en sortir avec cette femme, sinon c'est cuit. Le gars s'approche de l'autre femme, il la regarde par terre, et tout à coup, il se met à rire comme un psychopathe. Anna, elle regarde ça du coin de l'œil. Pendant ce temps, elle essaye de se défaire les mains qui sont ligotées. Mais bon, les nœuds, ils sont quand même coriaces. Tout à coup, à l'étage, on entend un bruit. Ce bruit, il est lunaire. C'est quelqu'un qui est en train de sonner à la porte. Le gars, lorsqu'il entend la sonnette, il fusille Anna du regard, il monte à l'étage, il ferme la porte de la cave, et c'est là qu'en haut, on entend du mouvement. Là, Anna, elle s'en veut comme pas possible parce qu'elle se dit, putain, j'ai peut-être gâché la seule opportunité que j'avais de m'enfuir. La situation actuelle, c'est qu'elle, elle est toujours dans la cave attachée avec cette femme et le fou furieux, il est à l'étage. Entre deux, il y a la porte qui est fermée et au bout de quelques secondes, Anna et la femme, elles se disent, bon, il y a quelqu'un qui a sonné, notre seule option maintenant, c'est de faire le plus de bruit possible. Ce qu'elles font, c'est que la femme qui faisait semblant de dormir, donc celle qui était là depuis un moment, elle arrive à se lever, elle va contre la porte et elle tambourine comme une malade. Au même moment, donc dites-vous que tout va très vite, à l'étage on entend une grosse agitation et tout à coup, quelqu'un vient défoncer la porte. Anna, elle pense que voilà, c'est terminé pour elle, sauf que pas du tout, c'est la police. Comment est-ce qu'ils ont pu arriver ici? C'est que, en fait, vu le message qu'Anna avait écrit à sa sœur, sa sœur, logiquement, en le lisant, elle a complètement paniqué. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que ma sœur est en train de faire? Elle va se mettre en danger, elle va chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas, à une adresse qu'elle ne connaît pas, et elle n'a jamais fait ça de sa vie. Donc forcément, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, et vu que c'est sa sœur, elle a une sorte de pressentiment. Elle a donc contacté la police, elle leur a donné les coordonnées, elle leur a dit, s'il vous plaît, intervenez. Bon, je vous raconte pas les détails de l'assaut parce que déjà je les connais pas et je pense que c'est très classique. Un pied sur le mec par terre, les mains dans le dos, menottes, police, prison. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Évidemment, Anna et sa pote ont été libérées. Elles ont aussi été prises en charge médicalement parce que sa pote, je vous rappelle, elle est pas loin de la mort. Elle a été sous-nourrie, maltraitée, elle a pas vu la lumière du jour depuis des années, enfin pas des années mais depuis des mois. Donc niveau santé, il y a mieux. Suite à cela, la maison a été perquisitionnée, logique, et à l'intérieur, ils retrouvent absolument tout. Des vêtements, des bijoux, des papiers d'identité. Et le problème, c'est que tous ces objets, ils appartiennent pas au mec. Vous vous en doutez bien, ils appartiennent à la femme qui était dans la cave. Ils ont aussi retrouvé plusieurs disques durs qui, eux, n'étaient pas effacés, mais qui contenaient beaucoup d'images. Et les images, d'après ce que j'ai compris, elles sont pas très drôles à voir. C'est la femme qui est sur la chaise. Et en fait, il prend des photos un peu comme un time-lapse. Ça veut dire que chaque jour, à la même heure, il prend une photo de l'état de la personne et il les accélère. En mode, on voit l'évolution de la femme sur la chaise. Bon, on voit juste qu'en fait, vu qu'elle est sous-nourrie, elle est en train de maigrir à vue d'œil et que probablement que si la police n'était pas intervenue, c'était une question de temps avant que malheureusement elle perde la vie. Maintenant, la grande question qui reste, c'est pourquoi est-ce que ce mec a fait ça? Vous me direz, dans toutes les histoires de tueurs en série, de fous furieux, généralement, il n'y a pas de raison, c'est juste que la personne est complètement cinglée. Là, dans notre histoire, j'ai l'impression que c'est le cas aussi. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on n'a pas de nouvelles de l'enquête, on ne sait pas ce que ça a donné. J'imagine que le mec, il n'est pas prêt de recommencer, mais ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il connaissait cette femme? Est-ce qu'ils avaient un quelconque lien? Comment est-ce qu'il l'a rencontrée? Comment est-ce que cette femme a fini sur cette chaise? Ça, on n'en a aucune idée. Si vous avez une théorie, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. De nouveau, en lisant cette histoire, alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ça, mais je préfère être honnête. Une histoire comme ça, pour moi, il y a un endroit où ça peut se passer, les États-Unis. On est d'accord, les États-Unis, on ne sait pas ce qui se passe là-bas tous les jours, quotidiens, etc. Les États-Unis, c'est pas notre pays, on n'a pas les news en temps réel de ce qui se passe quotidiennement. Donc les faits divers, on n'est pas vraiment mis au courant. Peut-être que cette histoire s'est bel et bien passée, mais
en France ou dans un pays à côté de chez nous, j'ai un peu du mal à y croire. Pour moi, on aurait forcément entendu parler de cette histoire, même si, voilà, on n'entend pas parler forcément de chaque disparition. Pour moi, cette histoire, c'est à prendre avec des pincettes, probablement qu'elle s'est déjà passée une fois dans le monde. Statistiquement, c'est très possible. Mais je préfère être honnête, gardez ça avec des pincettes, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça fait une très belle histoire d'horreur, ça on est d'accord. Voilà. Petite prévention faite, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Et c'est même d'ailleurs la fin de cette vidéo, je vous réitère mon amour, mes amis, vous avez changé ma vie, merci, je vous ai fait un superbe cœur. Regardez, je vais même vous en dessiner un autre en plus. Je vais vous mettre plein de petits cœurs à côté, ça va être magnifique, franchement on va bien s'amuser, regardez. Hop, on en fait plein ici, regardez. Ça c'est tous les petits cœurs que j'éprouve pour vous. Je vous l'ai jamais dit, je vous aime énormément, enfin je vous l'ai déjà dit quelques fois, mais j'en profite. Il n'y aura jamais de mot assez puissant dans le dictionnaire qui pourra vous dire merci comme moi je l'imagine dans ma tête. C'est pas français, je suis en train de m'égarer, je suis désolé. Tout ça pour vous dire que j'adore faire des vidéos. Ce truc de Spotify Awards, pour moi, c'est un truc incroyable dans ma vie. Vous imaginez pas à quel point je vis une vie de fou. C'est-à-dire que le matin, à 7h45, je vais donner un cours de programmation à l'université. Et le soir, potentiellement, je vais récupérer un prix, un award, au Grand Rex à Paris, donc une salle mythique, devant Léna Situation, Guillaume Play, Chloé Gervais, Max Kaiz, tous les grands noms que vous connaissez, que vous regardez quotidiennement sur YouTube. Dites-vous que moi, Melvin de Suisse, enseignant à l'université, je serai assis à côté de ces personnes. Je sais pas si on arrive à se rendre compte de la dinguerie. Et mes amis, si on arrive à gagner ce truc, mais vous imaginez pas, en vrai, je pense qu'on a l'illustration parfaite du métavers. Donc, je vous le rappelle, n'hésitez pas à voter pour le podcast Thread d'horreur, votez avec le lien qui est en description ou le gros code QR qui s'affiche ici. Et ensemble, je vous promets, on va aller chercher ce prix devant tous ces grands noms. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien, mes amis, vraiment, je vis une vie de rêve, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur, moi je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.